Je vais essayer de vous parler de ce qu'on fait depuis quelques années. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur le métabolisme des rosses, la dormance, la germination, et que les résultats qu'on a eus, progressivement, ça nous a amené à réfléchir notamment à tout ce qui est mécanisme de régulation post-transcriptionnelle de la germination. Voilà, 12 titres qui est un peu long, excuse-moi Dominique. Bon, je vais essayer de vous montrer que c'est justifié en tout cas. Alors, bon, puisqu'on va parler de ROS, d'espèces réactives de l'oxygène, très rapidement, pour fixer les idées, cette diapo pour vous montrer ce qu'on trouve dans les graines. Au niveau des espèces réactives de l'oxygène, on distingue les radicaux libres avec un électron au moins qui est non apparié. Les plus répandus chez les graines, c'est l'anion superoxyle et le radical hydroxyle qui est très réactif. Puis on a également des dérivés non radicalaires de l'oxygène, en particulier le peroxyde d'hydrogène. Alors le cas des semences orthodoxes, c'est qu'elles vont produire effectivement des formes actives de l'oxygène pendant toute leur durée de vie, mais que la source de ROS en fait va être très variable en fonction de l'état physiologique et du moment auquel on se situe pendant la vie de la semence. Alors en particulier, pendant les phases de développement, on va avoir une diminution de la teneur en eau, ce qui va générer en fait un stress hydrique qui va causer une accumulation de formes actives oxygène au cours de la dessiccation. On a une production de ROS par des réactions non enzymatiques lorsque la semence est quiescente, puisque le métabolisme n'est pas actif à ce moment-là. Et puis la phase de germination avec la reprise du métabolisme, en particulier de la respiration, ça va être associé aussi à une reprise de la production de formes actives de l'oxygène qui vont pouvoir s'accumuler jusqu'au moment où on va avoir des mobilisations de réserve, notamment avec la dégradation des lipides via les cycles de bêta-oxydation. Oups. Donc, quand on considère une graine, en fait, vous voyez qu'il y a tout un tas de possibilités de production de ROS, mais que ça arrive en fait à chaque étape importante qui contrôle la physiologie de la graine. Alors, je vais commencer par vous donner les exemples les plus vieux qu'on a chez nous, au labo. On a commencé à travailler sur le vieillissement des semences, puis progressivement, on a bougé vers la germination, la dormance. Et donc, cette courbe-là vous représente l'évolution de la teneur en H2O2 dans des graines de tournesol, qui est un des modèles du labo. Donc, qu'est-ce qui se passe au cours du stockage au sec? Donc, c'est normalisé ça par rapport à ce qu'on trouve chez une graine non dormante. Et ça représente l'évolution de la teneur en H2O2. Donc, ce qu'on avait montré il y a quelques temps, c'est qu'au cours du stockage, en fait, la quantité d'H2O2 augmente jusqu'au moment où les graines vieillissent. Et quand on met des graines vieillies et imbibées, la teneur en ROS est complètement dérégulée, augmente de façon très importante, et puis ce qui bloque la germination, ou bien conduit à la formation de graines qui sont anormales. Alors on avait proposé ce modèle assez simple qui explique ce qui se passe à la fois pendant le stockage, c'est-à-dire qu'on a une teneur en eau qui est très faible, et donc là les formes actives de l'oxygène sont principalement produites par des réactions non enzymatiques, des réactions d'autoxydation qui peuvent néanmoins dégrader tous les composés présents dans la cellule, protéines, ADN, ARN, etc. En revanche, donc la deuxième étape, lorsqu'on va mettre ces semences qui ont vieilli à germer à nouveau, on va avoir une reprise du métabolisme, comme je l'ai mentionné précédemment, production de nouvelles formes actives de l'oxygène. Et donc, si on est déjà dans un environnement qui est oxydant et qui est assez riche, en fait, ça va ralentir très fortement la germination jusqu'au moment où on va avoir des systèmes enzymatiques qui vont être efficaces pour éliminer ces formes actives de l'oxygène. Voilà, donc on avait pas mal bossé là-dessus il y a quelques années, ce qui montrait qu'on avait une accumulation de formes actives de l'oxygène qui causait la perte de viabilité au cours du vieillissement. Dans les années 2000, il y a eu plein d'études, pas nécessairement dans le domaine des semences, qui ont montré que les ROS pouvaient aussi avoir un effet bénéfique sur tout un tas d'événements de la vie de la plante. Il y en a quelques-uns qui sont listés ici. Donc c'est par exemple la réponse aux blessures, la fermeture des stomates, le gravitropisme, la réponse aux pathogènes, etc. Ce qui nous a amené à se poser progressivement la question suivante. Est-ce que chez les graines également, est-ce que chez les semences, les formes actives de l'oxygène peuvent éventuellement jouer un rôle en régulant soit la germination, soit la dormance. Et c'est vers ça qu'on a orienté nos travaux vers la suite. Et donc, je vais vous donner deux exemples. Le premier, ça concerne ici ce qui se passe au cours de la levée de dormance au sec, donc qu'on appelle la post-maturation. Donc, c'est ce qui se passe ici quand on passe d'une semence qui est dormante à la récolte avec cette étape-là de post-maturation qui va éliminer la dormance, en fait. Alors, ce qu'on a montré, c'est qu'au cours de cette période de stockage, et à nouveau, je vous montre ici un exemple qui est pris chez le tournesol, donc on se situe
en fait avant les étapes de vieillissement. Mais ce qui est intéressant, c'est que le passage de dormant à non dormant est également associé à une augmentation de la teneur en ROS. Donc là, ça va être plutôt bénéfique. En revanche, si ces semences sont conservées plus longtemps, ça devient néfaste et les semences vont vieillir. Donc lorsqu'on stocke des graines après la récolte à l'état sec, on a une augmentation continue de la production de format actif de l'oxygène, qui est d'abord bénéfique, puis devient par la suite néfaste. Alors, on a cherché les cibles éventuelles qui pouvaient être associées à cette accumulation de format actif de l'oxygène pendant la levée de dormance. Je vais juste vous montrer un exemple ici. Ça concerne l'oxydation des ARN messagers. Et donc, il y a une base qui est très sensible à l'oxydation, c'est la guanine, qui vous donne ce composé qui est le 8-hydroxyguanine. Et on peut déterminer, on peut mesurer la quantité de guanine oxydée en fait, dans les semences. Donc, ça a été fait par un de nos anciens thésards, Jérémy Bazin. Et donc, on montre qu'effectivement, si on considère les ARN messagers uniquement et pas les totaux qui sont grisés, vous voyez, quand on passe d'un état dormant à un état non dormant, dans les semences de tournesol, on double à peu près la quantité d'ARN oxydés, donc ce qui montre que c'est une cible au cours de l'élimination de la dormance. Alors, ce qu'on a fait, c'est regarder un petit peu de plus près quels étaient les ARN qui devenaient oxydés, donc en faisant des analyses par microarray. Donc, vous avez ici un MapPlot qui vous représente les résultats qu'on a obtenus en comparant ce qu'on avait en termes d'ARN oxydés chez les non-dormants et chez les dormants. Donc les résultats montrent, et c'était surprenant, que l'oxydation de la guanine était non aléatoire, c'est-à-dire qu'entre plusieurs répétitions biologiques, c'est systématiquement les mêmes transcrits qui deviennent oxydés. On a identifié 25 transcrits qui devenaient systématiquement oxydés au cours de la levée de dormance au sec des semences de tournesol. Donc. Et puis la conséquence, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans la mesure où un transcrit devient oxydé, ça va inhiber sa future traduction. Okay, et donc c'est un moyen de régulation du métabolisme. Et ce qui était intéressant, c'est ce qui est indiqué ici, voilà les transcrits qui deviennent oxydés. On est tombé sur des transcrits qui avaient du sens, c'est-à-dire des transcrits qui pouvaient jouer un rôle en termes de signalisation pour la régulation de la germination, comme par exemple des systèmes de MAP kinase. Celui-là était particulièrement intéressant. Il régule c'est un gène qui régule la biosynthèse des flavonoïdes. Donc, ce qui veut dire qu'au cours de la germination, on aura des systèmes antioxydants qui seront moins efficaces. On avait également des transporteurs qui étaient impliqués dans les mouvements d'acide abscisique. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième dont je vais vous parler maintenant, ce qui concerne les ROS, ça concerne donc une étape ultérieure, qui est celle de la germination. Et je vais commencer par vous montrer les résultats qu'on a obtenus avec Arabidopsis. Donc ici, vous avez deux figures qui vous montrent la germination des graines d'Arabidopsis juste après la récolte et puis après 5 semaines de stockage au sec. Donc on a l'élimination de la dormance. Et donc chez Cole, lorsque vous les placez à la récolte à 25 degrés à l'obscurité, elles sont quasiment incapables de germer. En revanche, après 1 mois de conservation, toujours à l'obscurité, vous voyez qu'à 25 degrés, elles germent quasiment toutes. Donc il y a effectivement une dormance qui est très présente à la récolte, mais qui ne s'exprime que si on travaille à l'obscurité. Je vous ai mis ici une courbe à 25 degrés lumière, et si on se situe à la lumière, effectivement à ce moment-là, la dormance est éliminée, et les semences sont capables de germer de façon très précoce. Alors ce qu'on a suivi, c'est l'évolution de la teneur en peroxyde d'hydrogène dans les semences dormantes et non dormantes. Donc ici, vous avez l'imbibition à 25, les dormants sont en rouge, les non dormants en bleu. On voit assez clairement qu'au bout de 24 heures, il y a une production plus importante d'H2O2 dans les semences non dormantes. Et donc, on s'est également intéressé à la localisation des ROS au cours de l'imbibition. Donc, ce qui est en haut, là, c'est de la localisation tissulaire de superoxyde avec du NBT. Donc, je pense que vous voyez bien sur ces deux exemples-là que chez des graines non dormantes, on a accumulation de superoxyde dans la partie qui va croître, dans la radicule. Et puis, le deuxième type de photos, là, qui sont en bas, vous montre la localisation des ROS. Donc, c'est des photos qui sont à l'apotome en présence de ce composé qui permet de localiser de manière un peu générale les ROS. Donc, on voit également qu'à
qu'après 24 heures d'imbibition, on a une accumulation de ROS dans la partie extrême de la radicule. Et je vais grossir les photos qui sont en bas parce que c'est assez intéressant. Je ne sais pas si on voit bien le bas, je suis désolé pour ceux qui sont au fond. J'ai vu ça tout à l'heure quand j'étais également au fond. Bon, je vais expliquer, vous ferez une image un peu plus précise après. Donc ça, c'est les graines dormantes. Vous voyez que, bon, effectivement, on détecte des ROS, mais ils sont présents en faible quantité toujours dans le cytoplasme. En revanche, là, c'est des photos qui ont été prises au bout de différentes durées, 24, 48 et 72 heures. C'est-à-dire que là, on a de l'élongation qui traduit la germination. C'est-à-dire qu'au départ, les ROS sont présents dans le cytoplasme. Après, on a une relocalisation des formes actives de l'oxygène dans les noyaux. Donc, c'est tous ces points-là. Et puis, à partir du moment où les cellules vont commencer à s'allonger, en fait, on va trouver les ROS dans les parois. Et les ROS ont un rôle important au niveau pariétal parce que ça va casser, en fait, la structure des polysaccharides et favoriser l'élongation cellulaire. Alors, on a également utilisé des mutants. Donc, vous avez ici deux exemples. Des mutants d'antioxydants, c'est CAT et VTE, donc qui ont un contexte antioxydant évidemment plus élevé. Et puis, un mutant de production, c'est le RBOHD. Donc, ça confirme ce que je vous ai montré juste à l'instant, c'est-à-dire que lorsqu'on modifie le contexte oxydant de la cellule vers un côté plus oxydant, on a moins de dormance. Donc, ça, c'est à la récolte. Vous voyez qu'il n'y a quasiment pas de dormance chez CAT et VTE. En revanche, chez le mutant qui produit moins de ROS, le RBOHD en l'occurrence, alors que le type sauvage ici a complètement levé sa dormance, lui, il a encore du mal à germer en fait. Alors je vais passer à l'autre modèle du labo, qui est le tournesol, mais qui va confirmer plus ou moins l'ensemble de ces résultats. Voilà ce que je vous avais montré au départ. Encore désolé pour ceux qui sont au fond, mais on l'a déjà vu ça. Donc on a suivi également l'évolution des ROS au cours de l'imbibition des graines. Donc plusieurs cas de figure. Si les semences sont dormantes, on les met à imbiber, la quantité de ROS ne va pas augmenter de manière très significative. On retombe un peu sur ce qu'on a vu avec l'Arabidopsis. En revanche, après la période de stockage au sec, elles sont non dormantes. Et alors là, si on met des graines non dormantes à germer, la quantité de ROS augmente de manière très significative et régulée si les conditions sont favorables. En revanche, si on met les graines non dormantes dans des conditions qui sont défavorables, conditions thermiques inappropriées, pas assez d'eau, stress hydrique, etc., à ce moment-là, la quantité de ROS va augmenter de manière beaucoup plus importante. Et donc là, les ROS vont plus avoir d'effet bénéfique pour la germination. Voilà ce qu'on a pour le tournesol. Donc on s'est posé la question en fait, de savoir comment les ROS pouvaient moduler la cinétique de germination. Je vous montre ce schéma-là qui est assez complexe, mais qui résume bien l'ensemble de la situation. C'est-à-dire que pour qu'on ait germination, il y a tout un réseau de signalisation qui va se mettre en place au sein de la graine. Et si on regarde ce schéma-là, les acteurs majeurs, mais ils sont bien connus, ce sont principalement les hormones comme l'éthylène, l'acide abscisique et les gibérellines. Donc la question qu'on s'est posée, c'était de savoir si les ROS pouvaient favoriser la germination en modulant soit la production, soit les voies de signalisation des hormones. Alors le tournesol, c'est plutôt un modèle qui est assez sympa, ça réagit plutôt très bien aux stimulations par les hormones. Donc vous avez ici le comportement des graines dormantes. À la récolte, elles germent difficilement à 10 degrés, c'est la courbe qui est en rouge. Si on attend quelques mois pour le tournesol, 2 mois environ, elles deviennent non dormantes, elles germent bien. Mais si on traite des graines dormantes avec de l'éthylène, vous voyez que ça germe immédiatement et de façon très satisfaisante. Ça répond également à l'acide gibérellique. En revanche, et puis de façon attendue, quand on met de l'acide abscisique sur des graines dormantes, ça renforce la dormance et bloque complètement la germination. Donc, ce que je vous montre ici, c'est la production de ROS dans ces différents cas de figure. Donc, sur la gauche, c'est des photos qui ont été faites en confocal, ça. Et donc, vous avez la production de ROS après 24 heures à 10 degrés. Les graines dormantes ou les graines dormantes traitées par l'acide abscisique qui sont incapables de germer, vous voyez qu'on voit difficilement les ROS. C'est confirmé ici par des mesures d'HGO2 dans les semences, donc c'est relativement bas. En revanche, les traitements qui vont favoriser la germination, comme l'acide gibérellique, surtout l'éthylène, c'est assez spectaculaire l'effet de l'éthylène. Ou alors lorsque les graines sont naturellement non dormantes, à ce moment-là, vous avez une production de ROS au niveau de la partie terminale de l'axe embryonnaire qui est nettement plus importante. Et puis c'est confirmé par les données que vous avez en bas qui vous montrent la quantité d'HGO2 qui est présente dans les graines.
Alors inversement, on a des composés qui peuvent stimuler la germination des semences dormantes. On en utilise 2 au labo, c'est le méthylviologène qui est super efficace. Et le méthylviologène, c'est en fait le paraquat. Donc à l'origine, c'est quand même un herbicide. Faut faire des traitements relativement courts qui vont donner un burst oxydant. Et ce burst oxydant, il est associé à la germination des semences dormantes. C'est ce que vous avez ici, ça régit très bien. Vous voyez que les semences dormantes, traitées par le méthylviologène, en traitement court, arrivent à germer parfaitement à 10 degrés, alors que les semences dormantes non traitées en sont incapables. Et donc, vous voyez un autre composé, le ménadione, qui est également un donneur de ROS. C'est un petit peu le même effet, même s'il est de moindre intensité. Donc la question qu'on s'est posée après ça était de savoir si les ROS pouvaient moduler soit la signalisation, soit la biosynthèse des hormones, et puis en fait intervenir dans cet effet bénéfique. Alors je vais vous apporter des éléments de réponse. On a mesuré, puisque l'éthylène est une hormone importante pour les semences de tournesol, on a mesuré la production d'éthylène de manière continue. C'est-à-dire que les graines sont placées en fait dans des enceintes, et puis on suit au cours de la germination à quel moment va apparaître la production d'éthylène. Donc c'est des méthodes super sensibles qu'on ne peut pas faire chez nous, qu'on a fait en Hollande. Donc c'est du laser photoacoustique spectroscopie. Ce qui est intéressant, c'est que ça montre, ici vous avez tout un tas de cas de figure, je vais juste vous parler d'une courbe, ça montre qu'en fait la production d'éthylène est plutôt post-germinative. Alors vous avez par exemple ici la flèche qui indique le moment de la germination des semences non dormantes, c'est là, ou des semences dormantes traitées par le méthylviologène, c'est là. D'ailleurs, ça arrive après le piquage de la radicule. Donc c'est un phénomène post-germinatif. Donc la première hypothèse, relation ROS, production d'éthylène, en fait, ne fonctionne pas. On s'est intéressé dans un deuxième temps à la production d'acide abscisique. Et donc là, si vous regardez ce qui se passe, donc c'est des graines qui ont été dans lesquelles on a mesuré l'acide abscisique après 24 heures à 10 degrés. Les dormants sont en grisé, les non-dormants sont en blanc. C'est là, de manière attendue, quand ça devient non-dormant, il y a moins d'acide abscisique. L'éthylène et le méthylviologène, sur des graines qui ont été dormantes et traitées ensuite par la suite, c'est pas complètement exact ce qui est indiqué là. C'est-à-dire ce sont des graines dormantes traitées par le méthylviologène. Donc à ce moment-là, on a également une diminution de la quantité d'ABA, mais c'est difficile c'est toujours des histoires d'œufs et de poules, savoir pourquoi il y a moins d'ABA. Est-ce que c'est parce que ça germe ou c'est parce que les ROS vont avoir un effet sur l'ABA qui va ensuite permettre la germination. Bon, donc tout ça, c'était pas très satisfaisant. Donc on a voulu compléter ces données par des analyses de transcriptomes. Dans ce qu'on a fait, et donc on a traité des graines avec le méthylviologène qui, vous l'avez vu, stimule fortement la germination, et puis on a cherché s'il y avait des acteurs qui pouvaient être communs, soit avec la signalisation, soit avec le métabolisme des hormones. Donc on était assez surpris parce qu'en fin de compte, après ce type de traitement, on a trouvé seulement 120 gènes parmi les 32 000 qui étaient détectés en fait, sur les puces, qui variaient de manière significative après un traitement qui modifiait de manière importante la teneur en ROS dans les graines. Donc il y en a 59 qui sont plus abondants, 61 qui sont moins abondants chez les graines traitées. Ce que vous avez là, c'est la liste des MVE, c'est-à-dire les 59 plus abondants. Ça ne prend pas grand-chose en fait. Et en plus, on a beaucoup de transcrits ici qui étaient non identifiés, qui n'ont pas été reconnus. Donc c'était plus simple pour ceux qui ont été réprimés, là, qui s'appellent ici MVDON. Et donc voilà la liste, je ne vais pas rentrer dans les détails. Bon, s'il faut dégager quelque chose de ça, en fait, c'est qu'ils ont pour la plupart d'entre eux une caractéristique commune. Ce sont des gènes qui sont connus pour être régulés par l'acide abscisique. Donc on se raccroche quand même un petit peu à ça. Et donc ce qui semblerait indiquer que le méthylviologène, donc les ROS, aurait plutôt tendance à réprimer ce qui est signalisation de l'acide abscisique. Bon, malgré tout ça, ça nous a laissé un petit peu sur notre faim. Et donc, on est arrivé avec un certain nombre d'éléments que j'ai listés là, qui nous ont amené à envisager d'autres hypothèses. Le premier élément qui, moi, me paraît super important et assez intéressant, c'est que l'oxydation des ARN a lieu pendant la levée de dormance au sec et qu'on a là un moyen de réguler la traduction. Je viens de vous montrer qu'on avait une très faible modification du transcriptome en réponse aux ROS, alors qu'ils sont très très efficaces pour éliminer la dormance. On vous parlera tout à l'heure d'oxydation de protéines qui vont avec ça.
Tout ça pour vous dire qu'on arrive à la conclusion suivante, c'est-à-dire que les modifications transcriptionnelles, à elles seules, sont totalement insuffisantes pour expliquer la régulation de la germination, en tout cas dans les systèmes sur lesquels on travaille. Ce qui nous a amené à nous pencher sur le rôle des mécanismes de processing des ARN messagers, qui est représenté ici. Donc voilà le métabolisme des ARN, qui implique des composés comme les mRNP, c'est-à-dire les Messenger Ribonucléoprotéines. Donc voilà le système et la façon dont il fonctionne. Donc vos ARN peuvent être traduits, c'est pas avec des complexes de traduction qui sont là. Leur évolution, ils peuvent être également, en termes d'évolution, ils peuvent être stockés au sein de structures qu'on appelle des granules de stress, qui sont assez complexes. Et puis, ils peuvent également être dégradés via d'autres complexes. Ce sont ce qu'on appelle les processing bodies qui vont conduire à leur élimination en attaquant via des nucléases du côté 5'. Ce qui n'est pas mentionné ici, c'est qu'on a à côté de ça également une dégradation des ARN messagers du côté 3' via le système exosome. Donc la question qu'on s'est posée, c'est bon, puisque tout ce qui est transcription ne semble pas être un facteur majeur, est-ce que ce système-là joue un rôle dans le contrôle de la germination ? Alors, ce que je vous présente, c'est les résultats là qui sont obtenus chez le tournesol. Ce qu'on a fait au départ, c'est mesurer tout simplement la dégradation des ARN messagers pendant la germination, avec des graines dormantes et non dormantes. Ben voilà, c'est assez clair que la germination semble associée à une plus forte dégradation des ARN que lorsque les semences sont incapables de germer. Ça, c'est pas nouveau. En refaisant du coup la biblio là-dessus, je suis tombé sur des vieux trucs qui ont une vingtaine d'années, qui étaient faits notamment chez Derek Bewley, qui a fait beaucoup de choses dans le domaine des graines, et qui avait fait des papiers il y a une vingtaine d'années sur justement ces dégradations d'ARN pendant la germination. Et curieusement, depuis ces papiers qui ont 20 ans, il n'y a pas grand monde qui s'est intéressé à ça. Donc depuis, il y a quand même d'autres moyens d'étudier tout ça. En particulier, voilà ce que je vous montre ici. C'est l'expression de composés des mRNP qui sont impliqués dans le processing des ARN. Alors, je ne vais pas non plus rentrer dans les détails, j'ai mis des ronds rouges là, en espérant que ça soit assez clair. Donc, on a comparé au cours de l'imbibition à 10 degrés le comportement, donc l'expression, le niveau d'expression de composés des granules de stress, de l'exosome, vous en avez deux, RRP40 et RRP41. Vous avez ici sur la droite des composés de processing body, de P-body. Donc il y a une tendance générale pour l'expression de tous ces facteurs de mRNP. Il y a une tendance générale pour une régulation qui semble indiquer qu'il y aura une régulation en fait de la traduction via des activations et via la mise en place de ces systèmes-là. Alors c'est confirmé ça sur Arabidopsis. On a pu bénéficier de lignées de fusion traductionnelle YFP-DCP1. Alors DCP1, c'est un composé des processing body. Et donc voilà, chez Arabidopsis, la partie qu'on regarde, c'est la partie terminale ici. Et donc en comparant ce qui se passe, donc des graines dormantes et non dormantes, voilà la cinétique d'imbibition. On voit assez clairement que lorsque les graines vont être capables de germer, à partir de 16 heures en particulier, on a une accumulation assez importante de processing body qui semble indiquer qu'on aura à ce moment-là donc une dégradation plus importante des ARN pendant la germination. Alors pour compléter tous ces aspects-là, ce qu'on a fait, c'est de caractériser en fait le traductome au cours de la germination des semences de tournesol dans ce cas-là. Alors ça se fait en faisant des gradients de densité, donc ça paraît assez simple, mais ça l'est pas vraiment, ça demandait pas mal de boulot. Et donc il s'agit en fait de séparer sur des gradients de densité en fait les ARN extraits avec leurs protéines associées. Donc voilà le type de courbe que l'on obtient, avec tout d'abord les mRNP qui sortent en premier, ensuite vous avez les ribosomes, et puis la fraction polysomale sort en dernier, c'est les ARN attachés sur les ribosomes pour former donc les polysomes. Alors ce qu'on a suivi, c'est l'évolution de ces profils au cours de la germination, en comparant ce qui se passe chez le dormant et le non dormant. Donc on voit que ce n'est pas très très actif en tout début d'imbibition, ça devient plus actif à 15 heures et 24 heures, et puis assez clairement, à 24 heures notamment, on a des profils qui sont assez différents entre le dormant qui est en très plein et le non dormant qui est en pointillé. Donc voilà, pour quantifier tout ça, on a fait des micro-arrêts sur la fraction polysomale, ce qui nous a donné une évolution du nombre de transcrits polysomaux.
Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui est indiqué là, hein, c'est tout un tas de chiffres. Hein. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a environ de 8 à 9 000 transcrits qui sont toujours associés au polysome. On tombe un peu, enfin c'est un petit peu inférieur à 30% du nombre total de gènes qui semblent associés au polysome constamment. Donc c'est ce que vous avez notamment représenté ici. C'est-à-dire qu'ici, vous en avez à peu près 7300 qui semblent constamment traduits de 3 heures à 24 heures avec des intensités variables. L'intensité de la traduction, on peut le voir hein, sur les profils polysomaux. Ça, c'est juste que des ARN, en fait, peuvent être associés au ribosome, mais ça ne traduit pas nécessairement l'intensité de la traduction. Et à 15 heures, donc si vous regardez les chiffres, à 15 heures, ça semble être assez important. À 15 heures, on a plus de transcrits traduits effectivement chez le non-dormant. Alors, je vais vous montrer ça sur les graphiques suivants. Donc, à nouveau, on a des MAPlots ici qui vous traduisent l'expression des ARN associés au polysome, dans ce cas-là, à 3 heures, 15 heures et 24 heures, hein, en comparant la fraction dormante et la fraction non dormante. Donc, c'est assez clair qu'à 15 heures, ça semble être, dans notre cas, ici, un point important, et qu'on a une différence d'association au polysome. Alors c'est montré là sur la droite. Donc le premier point, c'est qu'ici on s'adresse en fait à des transcrits qui sont différentiellement représentés chez le dormant et le non-dormant. Okay, donc on n'a pas du tout de point commun entre 3 heures et 24 heures. Donc vous voyez qu'on a une dynamique de la traduction. Et puis si on regarde ce qui se passe à 15 heures, et c'est ça qui est le plus important, à 15 heures, chez les non-dormants, on va avoir environ 190 transcrits qui vont être spécifiquement présents dans les graines non dormantes et qui donc sont associés à la germination. Alors évidemment, on a regardé ce que c'était, les voilà. On tombe sur des catégories comme des modifications post-traductionnelles, beaucoup de métabolisme d'ARN, du métabolisme de parois, j'en ai parlé tout à l'heure, et puis des choses qu'on n'attendait pas, notamment ça, une grosse catégorie transport, alors qu'il n'y a pas beaucoup de choses en termes de biblio sur tout ce qui est rôle de transporteur au niveau de la germination. C'est peut-être des trucs qu'il faudra creuser un jour ou l'autre. Voilà. Alors pour conclure sur cette partie, je vais intégrer ces résultats dans ce modèle. Je pense que vous devez connaître ce genre de choses. Donc ça, c'est les travaux de Georges Bassel qui vous représentent ici la topologie des gènes co-exprimés pendant la germination ou la dormance des grains, des semences d'Arabidopsis. Donc ce modèle, en fait, chaque point représente un gène. Quand les gènes sont dans le même secteur, comme ça veut dire qu'ils sont co-exprimés. Et donc, en comparant une centaine d'analyses transcriptomiques, Georges Bassel, il a pu dessiner ça. Et donc, il y a des secteurs. Le 1, ici, vous avez les gènes qui sont associés à la dormance. À droite, c'est plutôt des gènes qui sont associés à la germination. Donc, ce qu'on a fait, nous, c'est faire rentrer nos résultats de traductome, en fait, dans ce modèle-là. Puis, on s'attendait, évidemment, à avoir nos gènes plutôt de ce côté-là. Ben, pas du tout. C'est ce qui est représenté ici à gauche. Donc ça marche à peu près bien quand on met ce qui est associé au polysome chez les dormants. Donc ça va, ça tombe du côté non dormant qui est, je vous le rappelle, sur la gauche. En revanche, quand on regarde la répartition des gènes qui sont, enfin des transcrits associés au polysome et qui sont effectivement traduits, on s'aperçoit que le modèle qui est basé sur l'analyse de transcriptome ne marche plus du tout. Voilà. Donc ça c'est intéressant et ça nous montre que le transcriptome, effectivement, c'est peut-être pas la meilleure idée pour expliquer ce qu'est le contrôle de la dormance. Alors je vais conclure en reprenant donc les points que j'ai développés. Tout d'abord, on est assez persuadé que les ROS sont des bons senseurs pour la germination, parce qu'en particulier, ils sont capables de percevoir les variations de l'environnement. Et donc, il doit y avoir un îlot de cellules qui vont percevoir en fait, des facteurs favorables ou défavorables pour générer par la suite une vague oxydative qui va permettre, in fine, l'élongation de la radicule. Donc ça, vous avez un poster qui est présenté par Emmanuel Jontreau qui montre en fait que ce modèle-là en fait, est réaliste. Le deuxième point, ça c'est le schéma classique des différentes phases de la germination. Donc comment interviennent les ROS sur ces différents aspects cellulaires de contrôle de la germination? Je pense que je vous ai montré, il y a quand même un certain dialogue ROS-hormone. On vient de voir que les ROS sont impliqués dans la transcription et dans la traduction. Et puis il y a cet aspect qui est un peu plus tardif, mais je pense que les ROS jouent un rôle important au niveau du métabolisme et des changements pariétaux nécessaires à l'élongation cellulaire. Et enfin, je vais replacer ce qu'on vient de voir ici. Au niveau donc, de la régulation post-transcriptionnelle,
Les ROS vont oxyder des ARN. L'oxydation des ARN va conduire à des altérations de traduction. Donc c'est des protéines qui seront complètement tronquées, non efficaces. Ou alors les ARN peuvent également, lorsqu'ils sont oxydés, sont en fait dégradés vers les systèmes de P-bodies. Donc on a une élimination de transcrits qui ne sont pas nécessaires à la germination dans cette phase-là. Et puis donc les bases de ce qu'on vient de montrer, qui est en fait de la traduction sélective nécessaire à la germination, ça met en jeu tout ce système qui est complexe. Séquestration d'ARN via les granules de stress, la traduction normale, le décapping, puis la dégradation via les systèmes, notamment des P-bodies et des exosomes. Et donc, nous, ce qu'on pense, c'est que c'est l'ensemble de ce système-là qui va contrôler une traduction sélective qui va permettre ensuite la germination ou pas des graines. Je rajoute ce dernier point, mais Patrice Memoun vous en parle dans un petit moment. On n'oublie pas les protéines. Et ce qu'on a montré, c'est que les oxydations de protéines permettaient également la suppression de régulateurs positifs de la dormance. Voilà, donc je conclus là en remerciant les membres de l'équipe qui sont quasiment tous présents là aujourd'hui. Emmanuel Baudouin, Ayad Bouteau, Françoise Corbineau, Emmanuel Gendreau, Juliette Lémarie, Patrice Memoun, Juliette Piaubert, tous enseignants-chercheurs à l'UPMC. Élodie Layat, elle est à terre chez nous, elle est également ici. Les anciens doctorants, Christina Horat, Jérémy Bazin, les doctorants actuels, Kiang Xia, Isabelle Basbous et Guillaume Menet. Et voilà, et puis les différents collaborateurs qui ont participé à ce travail. Puis nos sponsors, en particulier le programme européen Ecocide, qui nous permet d'avancer pas mal sur ces aspects-là. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bien, merci Christophe. Donc, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais on va prendre quand même quelques questions. Vas-y. Pardon. Un petit peu, ça va être compliqué. Les granules de stress, en fait, ce sont des... Bon, ce que je n'ai pas expliqué, là, je vous ai montré un schéma où il y avait les granules de stress et les processing bodies. C'est des systèmes qui sont très, très dynamiques et que les ARN peuvent facilement naviguer d'une structure à l'autre, passer les granules de stress aux processing bodies, etc. Les ARN, en fait, ont donc la possibilité d'être associés aux granules de stress, en l'occurrence, qui sont constituées d'un ensemble de protéines qui se fixent sur l'ARN. Et lorsque l'ARN est là-dedans, c'est une structure de stockage. Alors dans le cas des graines en particulier, nous on pense que ça a du sens, c'est que ça n'a pas été étudié du tout, mais qu'au moment notamment de la dessiccation, des choses comme ça, ce qu'on pense, c'est que les granules de stress vont jouer un rôle fondamental en séquestrant certains ARN messagers, et peut-être notamment en ayant un rôle en les protégeant de l'oxydation. Ce qu'on a vu, nous, en fait, c'est que l'oxydation pouvait réguler la traduction et qu'on pense que les granules de stress, en tout cas en physiologie des semences, pourraient avoir un rôle fondamental pendant ces phases de dessiccation pour préserver les ARN d'une future oxydation. Voilà. Autre question ? Comment peut-on expliquer cette oxydation spécifique de certains ARN ? Est-ce que ce sont des problèmes de structure secondaire Non. Nous aussi, on avait été pas mal surpris par le fait qu'on ait une forte sélectivité de l'oxydation. On a cherché ce genre de choses, structure secondaire, séquences, tout ce qu'on a pu. On a mesuré le taux de guanine dans les transcrits, parce qu'en fait, on mesure la guanine oxydée. Tout ça, ce n'est pas des bonnes pistes. Pour l'instant, on ne l'explique pas. Et la seule hypothèse qu'on fait, c'est celle dont je viens de parler. C'est-à-dire qu'il va y avoir des ARN qui pourraient être plus ou moins sensibles à l'oxydation en fonction de leur niveau d'association des protéines. Et en particulier, ce qu'on pense, mais ça reste une hypothèse, c'est que l'association des granules de stress les protège contre l'oxydation. Et ceux qui sont en dehors ne sont pas protégés et peuvent devenir oxydés. Moi, j'ai un prolongement de cette question, c'est que, si j'ai bien suivi, il n'y en a que 7 ou 8. Il y en a 25 qui deviennent fortement oxydés, mais il y en a plein d'oxydés. C'est un nombre très petit. C'est un nombre très petit, oui. Donc, comment est-ce qu'avec un nombre si petit, on peut penser réguler un phénomène complexe comme la sortie de dormance? C'est pas exclusif d'autres phénomènes. Je pense qu'on en reparlera dans un instant, notamment avec Patrice. Au cours de la levée de dormance, ces phénomènes oxydatifs vont également, tu le sais d'ailleurs, oxyder tout un tas de protéines. Et donc, c'est l'ensemble de ces phénomènes qui font que, en fait. Donc ça, c'est une partie de l'explication. Et je ne pense pas que quiconque, de toute façon, aura une explication définitive avec ces manips sur le contrôle de la dormance.